L'inflation, la hausse des taux, des entreprises qui font des faillites en cascade, les problèmes que l'on a actuellement entre Israël, la Palestine et tous les pays environnements, la hausse du pétrole, les inquiétudes sont extrêmement nombreuses actuellement pour tout ce qui est bourse. En fait, il y a beaucoup de personnes qui commencent à se demander si on ne risque pas tout simplement d'avoir un krach boursier dans les jours, dans les mois qui viennent. Et pour en parler, eh bien, j'ai invité Antoine Andréani, qui est analyste de marché senior chez le sponsor de cette vidéo, XTB. Antoine Andréani, bonjour. Vous êtes donc Bonjour. analyste de marché senior chez XTB. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est XTB? Alors XTB est un broker qui est d'origine polonaise et on a plus de 700 000 clients. On fournit beaucoup d'instruments financiers dont des CFD, 40 paires dans le Forex, 20 instruments CFD dans les indices, 20 commodités, beaucoup d'ETF et 2000 actions réparties dans 16 pays. Et aussi des crypto-devises. On propose 5 CFD pour les D'accord. Donc, crypto-devises. si quelqu'un, si vous êtes intéressé pour aller voir XTB, j'ai mis un lien dans la description. Vous verrez vous-même le marché qui vous offre et le panel extrêmement large d'actions, d'ETF, de crypto ou même de CFD que vous pouvez avoir avec XTB. Mais donc, Anton Adrani, actuellement, il y a beaucoup de risques sur la bourse. Il y a beaucoup de tensions, on va dire, peut-être pas de risque de tension. On a notamment le Standard & Poor's 500. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Standard & Poor's 500, c'est l'indice le plus large américain qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Et le Standard & Poor's 500 a perdu 8% depuis le mois de juillet. Et donc, il y a une crainte. Alors, 8% depuis le mois de juillet, c'est quand même l'équivalent de l'ensemble de la bourse de Paris. C'est un peu comme si toutes les entreprises parisiennes, enfin françaises, avaient disparu comme ça depuis le mois de juillet. Donc, c'est quand même énormément d'argent qui ont disparu. Et on voit bien qu'il y a de gros soucis actuellement à la bourse. Quel est votre sentiment? Est-ce que c'est normal qu'on ait une baisse comme ça du Standard & Poor's 500? Est-ce qu'on est à la veille d'un krach boursier actuellement? Alors, c'est une grande question, François-Xavier. Pour répondre à cette question, malheureusement, je vais entrer un petit peu dans la technique. Alors, je vais essayer de vulgariser au maximum pour vos viewers, mais sachez que c'est simple à comprendre, donc n'ayez pas peur. Le marché est contrôlé par des algos. Il y a plus vraiment de traders humains. Il y a des traders algorithmiques, des robots traders, des énormes logiciels algorithmiques contrôlés par quelques ingénieurs qui sont payés comme des footballeurs. Et ces algos-là représentent 90% du marché des futures, des contrats à terme. Ils sont présents à plus de 80% des actions, donc ils sont vraiment omniprésents. Ça veut dire que pour comprendre ce que fait la bourse, vous avez besoin de savoir ce que font les algorithmes. Et pour répondre à votre question, savoir s'il va y avoir du chaos, un crash boursier, il n'y a qu'une seule solution. C'est d'analyser le Volatility Index, l'indice de la volatilité appliqué au S&P 500. On l'appelle vulgairement l'indice de la peur. En France, dans les médias, on l'appelle souvent l'indice de la peur. Et c'est un instrument qui est bourré de robots. C'est l'instrument que je connais le plus technique qui soit. Et quand on étudie le VIX, quand on sait comment il fonctionne, quand on repère ses structures de prix, eh ben on peut anticiper ce qu'on appelle une VIXplosion en anglais. C'est une explosion du VIX qui causera un crash financier comme on a connu par exemple en 2008 ou durant la pandémie en 2020. Et on peut aussi avoir des flash crash. Mais le VIX, donc l'indice de la volatilité, est absolument essentiel. Donc moi, ma vision des choses, c'est que le S&P 500 est seulement à 13% de ses plus hauts historiques. C'est pas grand-chose. Il a déjà prouvé par le passé qu'il était très résilient.
il a une capacité à absorber les chocs assez incroyable depuis 2009. On est toujours en marché haussier officiellement. Et les algos achètent systématiquement toutes les corrections qui arrivent sur le chemin des investisseurs. Et donc, c'est un marché qui, comme on dit en anglais, qui buy the dip, qui achète le creux. Et c'est assez impressionnant à Wall Street depuis 2009. Donc, pour l'instant, le VIX, bon, j'entre un tout petit peu dans la technique, a fait un double bottom. On va voir ce qu'il va donner, mais pour l'instant, il n'a pas dépassé un niveau qui est absolument clé. C'est le niveau d'environ des 20. Voilà. S'il dépasse 20, ça commencera à sentir mauvais. Pourquoi je dis 20? Et après, j'arrête là, François-Xavier, parce que je parle un peu trop. Pourquoi je dis 20? Parce que dans le marché, quel que soit l'instrument, dont le S&P ou le VIX, vous avez des algos qui sont longs, qui achètent, et d'autres algos qui sont dans le sens inverse, qui shortent. Et depuis 2009, donc, les algos qui sont longs sont plus forts que ceux qui shortent. Et vous avez ce genre d'algorithme qui trade également dans le VIX. Et dans le VIX, si jamais on casse le niveau des 20, c'est-à-dire que les algos qui shortent sont stop loss, c'est-à-dire qu'ils sortent de position, et donc que le marché qui correspond, enfin, les robots qui jouent la hausse gagnent par rapport aux robots qui jouent la baisse. D'accord. Et donc voilà, si jamais ces robots-là, qui jouent le long sur le VIX, dépassent 20, ça sentira mauvais. Alors, d'abord le VIX, où est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que c'est quelque chose auquel tout le monde a accès ou c'est quelque chose Alors, c'est une très bonne question parce que il y a deux types de VIX. Il y a le VIX tradé sur les contrats à terme et le VIX index, l'indice du VIX qu'on peut retrouver partout sur Internet. Pour savoir ce que fait le VIX, il faut étudier le VIX contrat à terme, les VIX futures. Et c'est pas vraiment accessible. Il faut vraiment fouiner sur Internet pour trouver les prix qui correspondent, qui vont vous permettre d'analyser les futurs du VIX. Et les brokers en général ne proposent pas le VIX dans les trades. Ça peut arriver, mais voilà, l'information n'est pas facile à trouver. Et donc, non, mais du coup, ça veut dire qu'il y a un VIX quand même que je peux avoir facilement sur Internet. Mais ce que vous me dites, c'est qu'il oui, qui est difficile à analyser. Qui est difficile à analyser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça les 20, le chiffre de 20, chiffre magique que vous donniez. Vous pouvez le trouver, vous pouvez bricoler, mais la précision, vous allez la trouver dans les futures. D'accord. Et en général, c'est un instrument qui est plus disponible pour les institutionnels, les hedge funds. D'accord. Et actuellement, le VIX, il nous dit quoi alors? Il nous dit qu'on est sur la mauvaise pente ou il nous dit tout va bien? Quelle est l'idée? Alors, écoutez ça, je vais vous dire. Le VIX, depuis mars 2022, donc depuis le pic qui a été causé par la crise du Covid, il est shorté sur une période assez haute. Donc il est shorté par des algos qui le shortent tous les mois. Ça veut dire, alors pardon, qui le short, ça veut dire qu'ils le font baisser, c'est ça? Oui, ils le font baisser, ils le vendent. Et en parallèle, comme l'indice de la volatilité est négativement corrélé aux indices et aux actifs risqués en général, eh ben en parallèle, lui, le S&P 500, il monte. Et ce qui se passe depuis donc ah oui, alors pardon, mars, plus le VIX descend, plus les actions vont monter. Oui. C'est ça l'idée. D'accord. Exactement. Okay. Exactement. Voilà, j'espère que je suis pas trop technique. J'ai besoin de reprendre de temps en temps parce qu'il faut vulgariser au maximum. Plus le VIX descend, plus les actions montent. Et donc, depuis mars 2022, on a plutôt un VIX qui descend et c'est pour ça que les actions montent. OK. Exactement. Et la marque des algorithmes, c'est de former des escaliers, comme ça. Et donc, vous avez, par exemple, le VIX qui forme un escalier à la baisse et le S&P 500, par exemple, qui fait un escalier à la hausse. Donc ça, c'est la marque des algorithmes. Et voilà, c'est un monde fascinant et qui est simple à comprendre. Je le répète, hein, c'est simple. Il faut juste se lancer un petit peu, quoi. Et donc l'idée, c'est que pour l'instant, on a plutôt quelque chose qui est en train, un VIX qui est en train de descendre. Donc
cet indice de la peur, entre guillemets, serait plutôt en train de dire les actions vont monter, les gens ont de moins en moins peur, les actions vont continuer à augmenter. C'est ce que vous me dites. C'est pas aussi simple. Enfin, c'est simple, mais vous avez très très bien résumé, mais ça fonctionne sur le long terme. Et si vous regardez un petit peu plus sur le long terme, il se passe des trucs sur le VIX. Donc il a fait un double bottom, il est monté un peu fort, et là il est en train de heurter les résistances algorithmiques. Et je vous dis, s'il dépasse 20, voilà, il aura cassé une résistance forte, et il pourrait se passer des choses. Parce que, en fait, la magie du VIX, c'est que il va vous dire qu'on pourrait arriver dans des conditions, il va se passer quelque chose dans le monde. Et ça, c'est la magie des marchés. Et le VIX, donc, il peut parfois se mettre en structure avant de faire une explosion à D'accord. la hausse. C'est une pattern qu'on appelle VIXplosion en anglais. Il commence à faire un petit escalator et à un moment donné, bam, il part à la verticale. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'escalator, on n'a pas eu de forme en escalier. On a juste eu un double bottom et on va voir ce que ça D'accord. donne. Donc pour l'instant, il nous dit que tout va bien. Il y a rien de, il y a pas de grande crainte à avoir. Pour l'instant, voilà, on va voir. Pour l'instant, il a ses résistances. À chaque fois qu'il a été à ses résistances depuis mars 2022, eh ben, il a été shorté, il a baissé, les actions ont Et est-ce monté. que c'est différent, ce fixe? Moi, j'avais lu quelque part que l'indice, le Fear and Greed, l'index de la peur il a pris le même nom, c'est pas De facile, CNN, de oui. CNN, au contraire, disait qu'on était dans la peur extrême actuellement. Mais c'est quelque chose de complètement différent. Et en général, oui, c'est totalement différent. Je sais pas trop comment il le calcule. Je m'en souviens plus, en fait, comment il le calcule CNN, mais c'est un indicateur de sentiment. Hmm. Ils vont étudier des indicateurs internes au marché, mais c'est complètement différent du VIX. Et en général, cet indicateur, quand il arrive dans la zone greed ou tout autre indicateur de sentiment, en général, c'est là qu'il faut acheter. D'accord. Donc là, on est en peur extrême dans ce On est en fear, extreme extreme fear. fear. Oui. Donc, ok. Donc du coup, ça nous dit qu'il faut peut-être pas trop acheter. C'est ce que dirait cet indicateur. Non, en général, quand on est en fear, c'est là qu'il faut acheter, il D'accord. faut toujours faire le contraire de ce que nous disent ces indicateurs. Mais pour trader, il faut une méthode. Ou pour investir, il faut une méthode. Et uniquement trader ou investir par rapport à cet indicateur-là, ça marchera Ouais. pas. Il faut un D'accord. système. Et alors, ce que l'on voit reste parce que le VIX m'a un peu a piqué ma curiosité, mais lui, il ne voit pas l'indice VIX, donc ne voit pas de catastrophe pour le moment. Mais quand même, on voit, je vois par exemple JP Morgan qui voit des similitudes entre ce qui se passe aujourd'hui et la crise de 2008. On voit bien ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Bon, déjà, on avait quelques problèmes avec le pétrole, mais on voit que ça risque de s'intensifier, même si pour l'instant, encore une fois, ça n'a rien changé, mais ça peut s'intensifier demain. Euh, quel est votre sentiment en tant qu'analyste marché sur ce qui nous arrive actuellement par exemple, le pétrole actuellement, le problème que l'on a en Israël et en Palestine, est-ce que ça risque d'avoir une influence très très forte ou est-ce que c'est pour l'instant un problème humain très grave mais boursier complètement à côté quoi. Alors, pour répondre à votre première question, JP Morgan, Goldman Sachs, ils font des prévisions. Et ils utilisent de l'analyse fondamentale. Il y a deux types d'analyse. Il y a l'analyse fondamentale, on va étudier l'économie, on va créer des modèles et avoir des conclusions là-dessus. Et l'autre type d'analyse, c'est l'analyse technique. En général, les cabinets de recherche, ils utilisent les deux. Moi, dans mon cas, j'utilise plus l'analyse technique. Moi, les robots, c'est ma priorité. Ils représentent 90% du marché. Pour moi, c'est la priorité absolue. Mais j'utilise aussi l'analyse fondamentale, évidemment. Et donc, JP Morgan, eux, sans doute dans ce rapport de recherche, c'était sans doute uniquement de l'analyse fondamentale, donc ils se basent
sur 2008, ils vont faire des parallèles avec 2008, mais au niveau fondamental. Le VIX, lui, c'est mon interprétation du VIX qui dit que si on dépasse 20, ça sentira mauvais. Considérant le marché du pétrole, alors là, c'est fascinant. Parce que vendredi dernier, avant que la Palestine attaque Israël, le prix du baril, le WTI, aux États-Unis, était venu à son support algorithmique. D'accord ? Et c'est là la magie des marchés, quand les événements fondamentaux se collent à la technique, où le prix du baril était posé sur son support algorithmique, et il s'est passé ce qui s'est passé le week-end, et paf, il est parti à la hausse. Il n'est pas parti à la hausse si fort que ça. C'est-à-dire qu'il a rebondi sur son support à 82, et là, maintenant, il a sa résistance algorithmique dans l'autre sens. J'essaie de vulgariser au maximum. Et tant qu'il n'a pas dépassé donc une certaine valeur qui est, je vais vous la dire, 90,7, eh ben, l'impact, on ne pourra pas dire qu'il a été grand vis-à-vis du risque géopolitique, le risque géopolitique qui a explosé le week-end dernier. Après, au niveau fondamental, ce qui va se passer dans les semaines à venir, si la Palestine va être, la bande de Gaza va être envahie par Israël ou pas, les réactions de l'OPEP derrière, on a vu l'Iran qui s'est rapproché de l'Arabie Saoudite, incroyable, un pays chiite qui se rapporte d'un pays sunnite, c'est juste surréaliste par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Donc voilà, on va voir ce que l'OPEP va faire. Et on va voir s'il y a un choc pétrolier comme il y a eu il y a 50 ans pile poil avec en 73 la guerre du Kippour, qui avait vu les prix du pétrole augmenter à 70%. Incroyable, 50 ans pile poil. Et je conclurai sur le fait que la cible algorithmique, tenez-vous bien, dans le pétrole aux États-Unis, c'est $170. C'est-à-dire qu'il y a des algos sur la période très longue, en mode investissement, des algos qui investissent. Eux, ils ciblent 170. C'est-à-dire que vous avez pour être sûr de bien comprendre, vous avez actuellement, par exemple, un algorithme, les algorithmes de long terme, donc qui font de l'investissement à long terme, les robots qui font de l'investissement, qui font de l'investissement à long terme, voilà, vont acheter du Total, du Shell, etc., en prenant pour base le fait qu'il y aurait un baril de pétrole à $170 dans quelques années. Ou acheter directement du pétrole. Ou acheter directement du pétrole, mais... directement du pétrole. Ils ont acheté à 64, ils ciblent à 170. Le robot, il marche comme ça. D'accord. Il est binaire. Et sa cible, c'est 170. Est-ce qu'on va y aller ou pas? On ne sait pas encore. Mais la cible, c'est 170. Mais il se base sur quelque chose pour dire ma cible est à 170, ou c'est juste un ingénieur qui a dit il faut mettre un chiffre, on lui dit tu vends pas avant 170? Alors, c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que il y a tout type d'algo dans le système. Et il y a une énorme partie d'algorithmes qui trade avec Fibonacci, la série de Fibonacci. Et donc, par exemple, ils vont acheter à des retracements clés comme 50%, 61,8%. Et ils ciblent un ratio très spécifique de Fibonacci, mais en sens négatif, c'est-à-dire à la hausse, tout en haut. Pardon, et ils fonctionnent comme ça. Et ça fonctionne comme ça depuis 2000. Non, mais j'ai besoin de comprendre. Parce que, alors, Fibonacci, pour ceux qui ne savent pas, et je pense que je ne me trompe pas, en disant que c'est une suite numérique que connaissent les mathématiciens. Voilà, vous avez, par exemple, comme suite numérique, vous avez les nombres pairs, 2, 4, 6, 8, etc. Où vous avez plein de suites numériques, et Fibonacci a une suite numérique, voilà, de nombres. Et mais pourquoi Fibonacci? Enfin, moi je connais pas les robots, mais pourquoi Fibonacci? Pourquoi se dire tiens, je vais calculer le prix de mon baril de pétrole en fonction de la suite de Fibonacci? Enfin, ça fait, quand on est dans mon cas, ça fait plus magie que réalité, ce machin-là. Mais c'est ça. Et c'est incroyable. Mais c'est incroyable, François-Xavier, c'est incroyable. Donc, Leonardo Fibonacci, c'était, je dis avec l'accent italien parce que j'habite en Italie, c'était un très très grand mathématicien dans l'histoire de l'humanité.
et il avait conçu euh, euh, une série qu'on étudiait souvent au collège ou au lycée. Et donc la série en question est utilisée par les logiciels algorithmiques de Wall Street. Et donc, admettons, vous grimpez de 0 à 100, eh ben, on va avoir un retracement et les robots, ils achèteront à 50%, qui n'est pas un chiffre de Fibonacci, mais ils achèteront aussi au retracement de 61,8%, que l'on appelle communément la golden zone. Et les algos, donc, ils sont calibrés sur cette golden zone. Et ils achètent ces retracements. C'est-à-dire que si on monte de 0 à 100, eh ben, on va descendre à 50, l'algo, il achète. On descend à 38,2, l'algo, il achète. D'accord. Et il cible à une target algorithmique au-dessus. D'accord. Et donc là, ils sont programmés, enfin, ils se sont auto-programmés, entre guillemets, pour aller jusqu'à 170, en prévoyant un baril de pétrole. Oui, Alors, sur le long terme, hein, c'est ça, à 170. C'est-à-dire qu'on va pas le oui, voir en janvier, mais sur le long terme, un baril de pétrole à oui. 170. D'accord. Et le marché du pétrole est extrêmement technique. Quand je dis technique, c'est qu'il est bourré d'algo. 90% du marché du pétrole en futures est contrôlé par les algorithmes. D'accord. C'est un chiffre D'accord. énorme, hein. On ne peut pas l'ignorer. D'accord. Donc, il y a de bonnes chances d'arriver à ce Et prix-là du baril de pétrole sur le long terme. oui, moi je dis oui en tant que technicien des marchés, je vous dis oui. Mais ce qui est très intéressant avec le marché du pétrole, c'est que il est en même temps relié à l'économie. C'est un petit peu un thermomètre Ouais. de l'économie, un baromètre de l'économie. Donc il y a aussi des éléments fondamentaux qui se mixent là-dessus. Et quand les éléments fondamentaux se calent avec la technique, c'est spectaculaire à voir. Moi je trouve ça spectaculaire. Les marchés sont très Ah, très en beaux à tout cas, voir. c'est extrêmement surprenant. Voilà, c'est très très étonnant. Ce qu'il y a, c'est qu'avec un baril à 170, vous, enfin, vous détruisez un peu l'économie. C'est-à-dire que Vraiment oui. toutes les entreprises, toutes les industries se retrouvent avec des difficultés monstrueuses, ne serait-ce Bien que pour sûr oui. tourner. Et puis le prix de l'essence devient, alors là, les 2 euros, ça sera un bon souvenir si le baril est à 70, ça sera plutôt du 4 euros le litre et le prix même de l'électricité risque d'exploser parce que vous avez toutes les centrales qui marchent au thermique qui vont coûter extrêmement cher. Donc on voit mal comment on peut arriver à des prix Là pareils, François quoi. Ça Xavier, paraît. il y a les investissements dans l'exploration pétrolière baissent depuis 2013. C'est depuis 10 ans. Donc ça, c'est un élément fondamental qu'il faut considérer. Ensuite, si l'OPEP, qui représente 48% de la production de pétrole dans le monde, se décide à dire, OK, tous les alliés d'Israël, euh, on va augmenter le prix du baril, on va faire comme il y a 50 ans, augmenter de 70%. On va avoir une période d'hyperinflation peut-être très rapide et après une récession dramatique derrière. On n'aura peut-être pas de soft landing, comme ils disent les analystes, on aura un hard landing, un peu comment. Après, ça, c'est le scénario catastrophe, on n'y est pas. Le VIX nous dit que pour l'instant, on n'y est pas. D'accord, Donc, on va d'accord, voir. d'accord. Et alors, la même chose, la hausse des taux qui est demandée par enfin, on a eu donc 10 hausses des taux consécutives par la BCE. On voit que la Fed, en novembre, a de bonnes chances d'augmenter ses taux. C'est pas certain parce qu'on sait jamais ce qu'ils vont faire. Même eux ne savent pas ce qu'ils vont faire, à mon avis, avant d'avoir des idiots au micro. Mais on a des chances d'avoir une hausse des taux en novembre de la Fed. La BCE avait l'air plus tranquille pour l'avenir, mais comme l'inflation, on attend de voir l'inflation Europe, mais l'inflation France, par exemple, n'a pas baissé en septembre. On vient de l'apprendre aujourd'hui. On risque donc aussi une hausse des taux de la BCE. Toutes ces hausses des taux risquent aussi de peser lourdement sur le marché action, puisque plus les taux sont élevés, moins il y a d'intérêt à acheter des actions. Est-ce que ça risque pas également est-ce que c'est pas un signe noir de plus? Il y a quand même beaucoup de signes noirs, quoi que nous dise le VIX, il y a quand même énormément de signes noirs actuellement. Est-ce que ça, c'est pas un signe noir de plus qui risque de nous poser des vrais problèmes, quoi?
Alors, il n'y a que 7,6% des asset managers, des gérants de fonds sondés par le CMI qui considèrent qu'il va y avoir d'autres hausses de taux. D'accord, Il y en a que 7,7% qui le croient. Donc l'immense majorité à Wall Street pense qu'il n'y aura pas de hausse de taux. d'accord. Euh, il y a un sondage que je regarde tous les mois de la Bank of America Merrill Lynch qui sonde les black swan potentiels chez les gérants de fonds. Et depuis plusieurs mois, je crois que ça fait même depuis un an, la grande crainte, c'est que l'inflation reparte à la hausse, ce qui engendrerait une réaction de la Fed et des banquiers centraux qui augmenterait les Hmm. taux directeurs. Donc ça, c'est le Black Swan initial, attendu. Et un Black Swan, par définition, c'est quelque chose qui tombe d'une part. Donc je pense que le mois prochain, ça va être le risque géopolitique qui explose à la hausse. Parce qu'on a quand même eu, des déclarations, mais François Xavier, on est dans un monde de fous, c'est surréaliste. Euh, les politiciens, ils ont même plus peur de nous annoncer la Troisième Guerre Ouais, mondiale. ouais. C'est juste incroyable. C'est limite, on a l'impression qu'ils l'espèrent même. Et donc, au niveau inflationniste, oui, si l'économie se mange de l'hyperinflation, mais il y a déjà la Russie qui est hors circuit, enfin en fournisseur de gaz et de pétrole pour le citoyen français. Alors s'il y a l'OPEP en plus, comment on fait? C'est Ouais, compliqué. ouais. Donc, Et puis, non, vas-y, vas-y. vous parliez du prix à la pompe, et les taxes, ça représente 60% du prix à la pompe. Donc si le baril il va à 170, il va faire quoi l'État? Les diminuer? Il peut pas. Donc ça va être très très problématique. Est-ce que si jamais ça arrive, là c'est le scénario noir. Émeute, gilet rouge, Occupy Wall Street qui revient sur le devant de la scène. Là je vous fais un peu un scénario noir, mais c'est pas irréaliste si jamais Ouais. on a l'OPEP qui coupe les robinets. Parce qu'ils l'ont fait il y a 50 ans. Et on va voir. On va voir. Mais moi je vous dis, mon baromètre c'est Monsieur Et Vix. pour Donc, l'instant, donc, Monsieur Vix, lui, est serein, à peu près serein, et pense que ça va. Ça va bien se il est pas serein, il a un petit rhume, on va voir il est en train de prendre des médicaments pour guérir un petit peu, on va voir ce D'accord. qu'il Donc fait. pour l'instant, bon, c'est un baromètre qui a l'air de bien tenir la route et qui voit pas tout en rose, mais il faudrait être complètement fou pour tout voir en rose en ce moment, mais qui Oui, ne dit pas complètement. qu'on va droit à la catastrophe dans les mois qui viennent. On devrait survivre encore quelques mois tranquillement. Et vous savez, mon mentor, c'était un monsieur américain que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Il avait toujours un dicton et il me disait Prices tell you everything you need to know. Les prix vous disent tout ce que vous devez Mm. savoir. Et c'est ça la marche des marchés, là. Étudier leur architecture nous donne énormément d'informations. Mais encore une fois, de façon simple. Les marchés financiers fonctionnent de façon simple. On a tendance à complexifier la compréhension qu'on en fait, quoi. Mais voilà. D'accord, très bien. Eh bien, Antoine Andréani, merci. Donc, je rappelle que vous êtes analyste de marché senior chez XTB, qui est un broker en ligne, une plateforme sur laquelle on peut acheter, vendre des actions, des ETF, des CFD, Oui. des Bitcoin, et également des ETF sur, enfin, du Forex, etc., des indices. Je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller sur XTB, que je remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis donc, eh ben, écoutez, on espère que Monsieur Vix va se continuer à bien se porter et pas nous annoncer une catastrophe dans les jours qui viennent. Mais donc, pour l'instant, tout semble, il y a beaucoup de signaux noirs, mais on est quand même relativement confiant sur l'avenir des marchés financiers. Ça a l'air quand même de bien se porter, même si on a des algos qui majoritairement nous disent qu'on aura un baril de pétrole à 170 dollars sur le long terme. Hein. On n'est pas, c'est combien d'années le long terme pour un algorithme? Ah, je sais pas. Mais alors, la caractéristique du prix du baril ou des commodités en général, c'est qu'elles partent à la hausse très très vite. Donc, ça peut arriver plus vite qu'on ne le D'accord. croit. C'est la caractéristique des commodités. Et juste un dernier point, François Xavier. Euh,
ce marché, en fait, il est extrêmement résilient. Il a été vraiment très, très fort. Il a affronté des événements qui auraient provoqué sa chute avant 2008. On a traversé des hausses de taux, des risques de récession, une pandémie, un Brexit, des crises de la dette souveraine en Europe, mais même aux États-Unis en 2011. C'est juste incroyable. Donc il est très résilient, il n'est pas éternel. On va voir ce qui va se passer, mais pour l'instant, il faut rester pragmatique. Et malgré les événements du week-end dernier, pour l'instant, eh ben, on n'est qu'à 13%, je répète, de la hausse, du niveau du plus haut des valeurs les plus hautes historiques du S&P 500. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.